Lacan, nous et le réel, 27e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, lors de la dernière séance, je vous ai parlé de l'envers et de la manière dont Lacan reprenait les fondamentaux de la psychanalyse pour ne pas se perdre, justement, dans la structure. Donc, je vais essayer, avec vous, de reprendre à mon tour ce cheminement freudien, et notamment à partir de l'interrogation de Lacan sur l'incompatibilité a priori du mythe fondateur de la psychanalyse, qui est le mythe d'Œdipe, avec le mythe auquel Freud, selon Lacan, tient encore plus qu'au mythe d'Œdipe, c'est-à-dire qu'il insiste pour que le meurtre du père de la horde ait effectivement eu lieu, c'est-à-dire le mythe du père primitif et de la horde. Là, Freud tient à ce que ça soit réel. Là, il tient que ça écrit tout dans un autre car ça c'est forcément parce que c'est de là tout à démarre. Alors, tous nos emmerdements, y compris celui de la psychanalyse. L'intuition de Lacan, c'est que le mythe d'Œdipe apparaît comme le contenu manifeste du mythe du père de la horde primitive, qui lui est le contenu latent. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lacan qualifie ça de tordu. Il dit comment Freud, qui est quand même quelqu'un qui sait penser et qui sait écrire, peut-il accoucher de quelque chose d'aussi tordu que Totem et Tabou et le père de la horde primitive? Il dit c'est vraiment incompréhensible. Alors pourquoi? Bien, ce que signifie le mythe d'Œdipe, c'est-à-dire le contenu manifeste du rêve de Freud, parce que les mythographes, évidemment, eux, ils se moquent de la manière dont Freud lit ce mythe. Mais peu importe les mythographes, puisque les mythographes, eux, comme on l'a vu à la dernière séance, ils sont dans le signe et le sens, et ils ne sont pas dans le signifiant. Donc Freud y tient. Et le mythe d'Œdipe signifie que le meurtre du père provoque la jouissance de la mère. La jouissance de la mère au génitif objectif et au génitif subjectif. C'est-à-dire, la mère jouit et l'enfant peut jouir de la mère. Or, dans le mythe du père de la horde primitive, eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque le père, dont on suppose donc, selon Freud, qu'il jouissait de toutes les femmes, au détriment des fils, qui eux n'en jouissaient pas, eh bien, lorsque les fils décident du meurtre totémique du père, c'est-à-dire de le tuer et de le dévorer, à partir de ce moment-là, en fait, ils ne peuvent pas jouir des femmes. Nous reconnaissons bien là, en effet, au-delà du mythe d'Œdipe, un opérateur structural, celui dit du père réel, avec, je dirais même, cette propriété qu'au titre de paradigme, mais aussi la promotion au cœur du système freudien de ce qui est le père du réel aussi bien, qui marque, qui met au centre l'énonciation de Freud, un terme de l'impossible. C'est très bien dit. L'énonciation freudienne n'a rien à faire avec la psychologie. Il n'y a aucune psychologie
vie concevable de ce père originel, ce mot-là, très interne, comme celui, pas besoin de répéter la dérision que j'en ai fait. Alors, je pense du dernier séminaire, celui qui jouit de toutes les femmes, concevable imagination, alors qu'il n'est trop clair, c'est normalement perceptible, que c'est déjà beaucoup de suffire à une. Donc c'est là où on a vu, la dernière fois aussi, le forçage de la fraternité, c'est-à-dire ce qui fait cette fausse fraternité qui, chez Lacan, évoque aussi la fausseté des deux autres mots, hein, bien sûr, liberté et égalité. C'est-à-dire que la fraternité originelle, en fait, comme on l'a vu la dernière fois, ne peut être qu'une fraternité de ségrégation et une fraternité forcée. Et donc les deux autres termes, liberté et égalité, sont aussi très problématiques, puisque la liberté elle-même, on le verra une autre fois, parce que je n'ai pas le temps de développer ici, mais elle ne peut se conjuguer que comme le désir au futur antérieur. Nous aurons été libres, mais ça on va voir ce que ça veut dire avec l'interprétation du mythe. Quant à l'égalité, bon ben ça, vous savez ce qu'il en est, hein, dans nos sociétés du discours capitaliste, comment est traitée l'égalité. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Donc, je reviens sur les mythes. Donc le mythe où les fils tuent le père, c'est-à-dire le père de la horde primitive, en fait, ils ne peuvent pas jouir des femmes après. Alors l'explication de Freud, l'explication psychanalytique traditionnelle, c'est parce qu'ils éprouvent une culpabilité, et cette culpabilité qui vient après coup les empêche de jouir des femmes. Ce qu'il y a du comptable dans l'inconscient, c'est tout à fait évident que oui, chaque inconscient n'est pas du comptable, est incomptable. Et un comptable qui sait faire les additions. Naturellement, la multiplication, il n'en est pas encore là, bien sûr. C'est même bien ce qui l'embarrasse. Mais pour ce qui est de compter les trucs, de compter les coups, je ne dirais pas qu'il sait y faire. Il est extrêmement maladroit dans le genre de ces nœuds. C'est de là que procède le fameux sentiment de culpabilité dont vous avez probablement quelquefois entendu parler. Le sentiment de culpabilité est quelque chose qui fait les comptes. Qui fait les comptes et bien entendu ne s'y retrouve pas. Il ne s'y retrouve jamais. Alors évidemment, c'est intéressant puisque ça renvoie à ce sentiment de culpabilité qui n'a rien à voir avec la culpabilité véridique. Hein. C'est-à-dire que si vous avez vraiment fait quelque chose de mal, vous éprouvez une culpabilité. Parce que vous avez un sens moral, hein, selon Kant, même s'il est dénié, même si vous mentez tout le temps, il n'empêche que vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, et il y a une culpabilité quelque part qui se cache. Sauf chez certains cas, mais ça, on ne va pas en parler ici. Donc, la culpabilité et le sentiment de culpabilité, ce sont deux choses différentes. Donc, d'éprouver un sentiment de culpabilité, même lorsque l'on n'a rien fait, c'est quelque chose qui arrête Freud. Pas seulement Freud, Kafka aussi a beaucoup parlé là-dessus, enfin beaucoup écrit là-dessus, mais ce sentiment de culpabilité est quelque chose d'inhibant. Or, je voudrais proposer une interprétation de ce mythe aujourd'hui. Aujourd'hui où on parle beaucoup de féminisme, etc., enfin disons un féminisme qui est très problématique pour moi, hein, parce qu'il s'inscrit non pas dans une forme de libération ou de désaliénation féminine, mais au contraire une aliénation supplémentaire, puisqu'il contribue au discours dominant. Comme on l'a vu la dernière fois, nous sommes des effets du discours en tant que sujet. Donc c'est à partir du discours qu'on doit se repérer dans la structure. Qu'est-ce qui se passe avec les frères qui éprouvent cette culpabilité? C'est que
L'interprétation que je veux en faire aujourd'hui, que je voudrais vous proposer, c'est que, au fond, ils ne peuvent pas jouir des femmes parce que tout simplement, ils en sont incapables. Ils en sont incapables parce que seul le père pouvait faire jouir les femmes. Mais ça, ce n'est qu'un après-coup. C'est-à-dire que la confusion, comme on l'a vu la dernière fois, dans le discours du maître, entre le mâle qui disparaît derrière le signifiant maître, le mâle avec un accent circonflexe, c'est-à-dire l'homme en tant qu'homme qui disparaît là, est le seul qui peut permettre aux femmes de jouir. Parce que c'est un effet qui ramène l'homme vers une idée, une image de Dieu. Sinon, les hommes eux-mêmes, c'est-à-dire nous, en tant que représentants masculins, nous ne sommes que seconds par rapport aux femmes. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui accouchent des hommes. Et comme les recherches sur la génétique l'ont prouvé, le chromosome Y n'est qu'une variante du chromosome X qui a perdu sa barre. Donc nous sommes, nous, en tant que masculins, seconds par rapport aux femmes. C'est pour ça que Lacan cite Tirésias et qu'il dit que, en fait, il admire Tirésias qui a eu le courage d'aller éprouver en tant que féminisé la jouissance féminine pour démontrer qu'elle était 10 fois supérieure à la jouissance masculine. C'est que lui, il sait que les femmes, en fait, ont une position plus ancienne sur cette terre, et donc, nous, les hommes, ne sommes pas suffisants à les faire jouir. Nous ne suffisons pas. Donc, il faut que les femmes puissent nous idéaliser. C'est ça le problème de l'amour féminin. C'est qu'elles idéalisent un signifiant phallique qu'elles posent dans un homme. Et vous avez là la source du discours hystérique. C'est-à-dire que parce qu'il y a ce discours du maître, et que ce discours du maître-là, il représente en tant que tel la castration. C'est-à-dire que le discours du maître, comme on l'a vu la dernière fois, avec l'avènement de Yahvé, représente la castration. Il n'y a de père que de père mort. Donc c'est à partir du symbolique pur, c'est-à-dire le nom du père, que se met en place la possibilité humaine en tant qu'être parlant. Alors, Lacan remarque que la racine de humaine, c'est hystérique, universitaire, maître, analyste, c'est-à-dire huma. Nous avons les 4 discours, là. Les 4 discours qui sont des variations, qui révolutionnent, au sens premier du terme, au sens lacanien, la possibilité humaine, parce que le sujet a alors la possibilité de faire le tour des 4 discours, et de le faire dans un sens et dans un autre, ce qui permet de sortir de la sursignifiance du signifiant. Parce que sinon, la passion du signifiant est telle que nous sommes pris dans un discours sans parole dont nous ne pouvons pas sortir. Alors je ne sais pas si cette explication du mythe est assez claire, mais si vous imaginez la fonction du réel chez Lacan, c'est-à-dire la fonction du réel, c'est une présupposition logique. C'est-à-dire que le réel est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le passage du mythos au logos, dans le mythos, c'est-à-dire le mythe, là il fait appel à Lévi-Strauss, vous avez toute une série, une constellation d'histoires dont les oppositions s'annulent les unes les autres, mais au fond veulent toujours dire la même chose, c'est-à-dire un point central vide, inaccessible, autour duquel les contradictions et les oppositions créent des histoires qui se retrouvent partout sur la Terre. Et le fait que ce soit toujours des oppositions, ça renvoie bien sûr au livre de Freud du sens opposé des mêmes mots dans les langues primitives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre, avec ces histoires, le centre même à partir duquel les oppositions s'organisent. Lacan dit que la vérité, à partir de là, ne peut être que mi-dite, ce qu'on peut dire être mythe-dite. C'est-à-dire le mythe dit la vérité, mais il ne peut dire que la moitié de la vérité. Alors là, nous avons une image
qui est tiré, pour bien saisir et illustrer cette vérité-là, du Criticon de Balthazar Gracian, où nous avons ce personnage qui représente la vérité et qui a deux faces, un peu comme Janus, une qui raconte l'histoire d'un point de vue et l'autre, l'histoire de l'autre point de vue. Et donc, quand il avance, on se demande s'il recule, et quand il se recule, on demande s'il avance. Et en fait, il faut imaginer les deux faces, donc au lieu d'avoir un dos et une face, un peu comme dans un tableau de Magritte, où là, il y a deux dos. Donc, vous avez les deux faces, il y en a une qui raconte le mythe selon le système d'opposition, et l'autre qui raconte le mythe selon l'autre système d'opposition. Donc, la vérité fait que chaque fois qu'on parle, on dit vrai, mais on occulte l'autre versant de la vérité. Donc la vérité ne peut être que mi-dite. Donc, ce qui nous met, cette castration-là qui s'origine sur le discours du maître, qui elle-même s'origine sur le meurtre de Moïse, c'est-à-dire le meurtre du père de la horde primitive. C'est pour ça que Freud insiste et va chercher chez Célin et chez Osée, et que Lacan fait tout pour se procurer l'exemplaire de Osée, parce que c'est très difficile de retrouver l'ouvrage de Célin où il parle et il interprète lui-même pour retrouver dans la Bible elle-même le rêve justement d'Osée, où on reconnaît Moïse parce que Moïse a épousé une femme d'une autre tribu, etc. Et donc il reconnaît tout ça, il tient à prouver que le peuple juif crée sa propre ségrégation et sa possible fraternité qui permet justement la survenue de Yahvé comme un pur discours du maître qui va organiser la vie de ce peuple. À partir de ce discours-là, les autres discours peuvent découler logiquement, mais il faut attendre pour ça 5000 ans, c'est-à-dire entre enfin 5000 ans, peut-être j'exagère, mais disons, depuis l'avènement de Yahvé avec ses commandements contradictoires et ses passions dont il n'est pas privé, dont il ne se prive pas, l'amour, la haine et l'ignorance, il ne veut rien en savoir, c'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc on a ce discours du maître lui-même va permettre à travers donc, toute l'évolution du langage, d'amener Freud jusqu'à la découverte de la psychanalyse, c'est-à-dire l'enjeu du signifiant. Donc là, je vous rappelle un tout petit peu le séminaire précédent, c'est-à-dire que le signifiant, c'est ce qui va signifier un sujet pour un autre signifiant. Ça veut dire que, en tant qu'être parlant, corps parlant, nous sommes amenés comme un effet du langage par le signifiant. Et à partir de là, nous rentrons dans une chaîne signifiante entre S1 et S2, et nous sommes parlés plus que nous parlons, nous sommes pris. Et donc le retour au signifiant, c'est ce qu'opère Lacan quand il fait son retour à Freud, donc pour justement permettre de dissocier ce qu'il en est de la logique du signifiant de la logique sémiotique, c'est la logique du signe qui domine dans le discours universitaire. On l'a vu les fois précédentes, le discours universitaire n'est qu'une variation du discours du maître, et la philosophie est là pour servir le maître, c'est-à-dire rendre le maître savant. Mais le maître ne veut pas savoir, au fond. Comme Yahvé, il ne veut rien en savoir. Exactement comme nous. Nous avons beaucoup de mal, malgré notre prétendue soif de connaissance, ce qui nous concerne réellement et la manière dont nous sommes liés au signifiant, c'est-à-dire la manière dont notre contenu manifeste ne fait que révéler un contenu caché qui se trouve sur le S1 qui lui-même est sous la barre quand nous sommes dans le cabinet d'analyse et que nous parlons en tant qu'analysant, eh bien, nous ne voulons rien en savoir. Eh bien, de la même manière, vous avez le signifiant. Vous avez Yahvé qui ne veut rien en savoir et qui installe le discours du maître. Ce discours du maître se déroule et met les hommes au travail. Donc nous devons travailler, nous travaillons sans cesse. Il n'y a pas besoin d'avoir un contremaître pour travailler. Nous l'avons intériorisé, ce contremaître-là. Le discours du maître, il est intérieur à nous-mêmes. Donc nous travaillons, nous devons travailler. Alors après, ça dépend évidemment, la désaliénation que nous sommes capables de mettre en place dépend du travail que nous sommes capables de fournir. Et donc le travail que propose Lacan, enfin Freud bien sûr, c'est le travail de l'inconscient. Et comme le remarque Lacan, c'est le travailleur idéal, l'inconscient. Parce qu'il travaille jour et nuit. Dans le rêve, par exemple, il travaille
Et puis il nous livre justement la manière dont les signifiants se sont agrégés sous la forme d'inversion, de déplacement, de condensation, pour livrer notre vérité. Mais la vérité ne peut se découvrir qu'après coup. C'est toujours au futur antérieur. Ça aura été ça. Eh bien, de la même manière, c'est comme ça que je propose l'interprétation du mythe freudien du père de la horde primitive, qui, justement, en étant tué et dévoré, ne permet pas aux fils, aux enfants, aux hommes de jouir des femmes comme ils le veulent. C'est que cette culpabilité, ils ne la construisent qu'après coup, comme une jouissance, parce que la culpabilité est une jouissance. C'est une jouissance de se sentir coupable, hein. C'est une jouissance ruineuse, mais c'est une jouissance. Ils ne la construisent qu'après coup, pour trouver un sens au fait qu'ils ne peuvent pas faire jouir les femmes, qu'il n'y a aucun homme qui peut satisfaire les femmes. Or, le fantasme masculin, c'est un fantasme de séduire toutes les femmes. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de lié là, entre le rien et le tout. Toutes les femmes, parce qu'en fait, aucun homme n'est réellement capable, susceptible de faire jouir les femmes, parce que nous sommes seconds par rapport aux femmes. Donc, face à tous ces problèmes, soi-disant, de féminisme, le problème, c'est pas... Bien sûr, c'est les femmes en tant qu'elles sont toujours exploitées par le système, etc. Mais l'enjeu véritable, comme on le retrouve partout, c'est la création d'un homme. C'est la création de l'homme en lui-même, qui est toujours mineur face aux femmes. D'ailleurs, même Freud, le féminisme de Freud, comme le remarque Lacan, c'est cette espèce de monogamie forcée qu'il appelle, il dit cet imbécile d'Abraham ne peuvent pas faire autrement, non de Jones, pardon, cet imbécile de Jones ne peut pas faire autrement, en tant que biographe, de dire son côté uxurios, c'est-à-dire son côté d'être dépendant de sa propre femme. Les femmes sont dans une position en tant que mère, hein, parce que là, c'est là où il faut bien vraiment faire la distinction, parce que quand Lacan dit « la femme n'existe pas », il ajoute « mais la mère, elle existe, hein, et elle n'existe que trop ». Donc c'est pour sortir de cet univers féminin, c'est pour sortir de cet univers féminin ultra dominant, qui est un univers utérin dans lequel nous vivons. Parce que si nous sommes sortis de l'utérus physique de notre mère, nous ne sommes pas sortis encore de l'utérus psychique, c'est-à-dire nous sommes dominés par ce discours qui au fond est un discours d'insatisfaction, parce que le discours du maître est un discours du père mort, et il n'y a de père que mort. Donc la castration, c'est là qu'elle réside. C'est-à-dire nous sommes castrés depuis le début, nous ne sommes que ça, parce que, justement, nous dépendons de cette structure langagière qui est première pour nous. Au début était le verbe, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, comme dans la lettre 52 de Freud à Fliss, il y a d'abord quelque chose qui vient et qui s'inscrit comme mode langagier, c'est-à-dire une possibilité de signifiance dans le monde, pour l'enfant, pour le bébé, et qui n'est pas perçu par lui, mais qui s'inscrit dans son inconscient, et ça va être la première encoche du signifiant, c'est-à-dire le signifiant va venir ensuite le signifier, c'est-à-dire faire de l'enfant un effet du langage. Il devient un pur effet du langage, et Lacan dit que c'est le seul affect, c'est le premier et le seul affect, c'est nous sommes affectés du langage. Donc nous sommes entièrement pris dans cette chaîne signifiante, et la psychanalyse propose un cheminement dans le labyrinthe du désir qui, lui, s'est perdu dans cette chaîne signifiante. Donc le désir, c'est ce qu'on retrouve avec les deux mythes de Freud, c'est-à-dire le contenu manifeste qui est le mythe d'Oedipe. Au fond, on peut réduire l'Oedipe au fait que le seul couple possible sur cette terre, c'est le couple mère-fils, hein, comme on le savait déjà avec Gaïa et Ouranos, c'est-à-dire que c'est quand... mais il est totalement inconscient. C'est à partir du moment où Jocaste se rend compte qu'Oedipe était effectivement son fils,
elle se pend, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus parler, elle écrase ses cordes vocales, c'est terminé. Donc le mythe, l'autre mythe, c'est-à-dire le contenu latent de ce contenu manifeste, c'est qu'il n'y a pas de jouissance de la mère. La vérité, selon Freud, c'est que ce n'est pas possible. D'ailleurs, la survenue de Yahvé se passe exactement sur ce fond-là, c'est-à-dire sur le fond où Yahvé intervient en tant que discours du maître parce que les Hébreux étaient totalement dans la prostitution. C'est-à-dire, c'est le mot qui est employé, c'est znout. Tous les rapports avec la femme sont znout, c'est-à-dire impurs, et donc à partir de là, Yahvé vient couper et mettre en place le discours du maître, qui est un discours de castration. Donc c'est ça, précisément, que ça veut dire il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que dans le langage, dans la structure, rien ne peut être écrit de cet ordre-là, parce que ceux qui répondent de la sexualité mâle, de ceux qui répondent de la sexualité femelle, chez les humains, exclusivement, sont incompatibles a priori. C'est-à-dire qu'ils ne font pas complément, ils ne sont pas complémentaires, il n'y a pas de tout formé entre eux. Donc, si c'était possible, ça serait inscrit dans la chaîne signifiante. Et ça ne peut pas être inscrit dans la chaîne signifiante. Donc vous voyez que la castration, ça correspond à la mise en place du discours du maître, que la mise en place du discours du maître représente elle-même la fusion du signifiant maître avec celui qui le porte, mais celui qui le porte est obligé de mourir pour que ce signifiant maître s'active, c'est-à-dire que c'est le Père, donc forcément Dieu lui-même. C'est pour ça que Yahvé prend la place qu'il va prendre chez le peuple hébreu et va permettre à ce peuple de rester en vie et de continuer à travailler le texte. Donc, l'acmé du peuple hébreu, on peut dire, c'est alors d'abord la survenue du Christ, bien sûr, puisque le Christ va proposer par rapport à ce monde-là une autre approche de la loi judaïque, c'est-à-dire sous la forme de l'amour, mais ça on en parlera une autre fois, et Freud répète ce geste-là 1900 ans plus tard avec la psychanalyse et le transfert, c'est-à-dire la manière dont, par les mots eux-mêmes, par le fait que nous soyons gouvernés par les signifiants, la possibilité de la cure analytique, c'est de pouvoir faire de la mort quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Ça, nous sommes là dans la condition même de la psychanalyse qui est le transfert. Pour qu'une psychanalyse puisse marcher, il y a du transfert. Et le transfert se place évidemment sur une sorte d'amour qui n'est pas l'éros, comme on l'a déjà vu, il y a plusieurs sortes d'amour, il y a l'éros, la philia, agapé, et la psychanalyse c'est de l'ordre de l'agapé, c'est-à-dire c'est un amour de l'autre en tant qu'altérité radicale. C'est pour ça que même dans la lettre aux catholiques ou le discours aux catholiques, Lacan revient même sur la manière dont Freud refuse « aimez-vous, aime ton prochain comme toi-même », parce qu'il dit qu'effectivement, même si Freud recule, en fait c'est ce qu'il s'agit d'arriver à aimer, c'est-à-dire l'autre dans sa radicale altérité, c'est-à-dire qui n'est rien d'humain, comme on l'a vu. Donc qui a été spécifié sous le nom de Dieu, mais il s'agit d'un vide absolu dans la chaîne structurale. Donc la manière d'aborder le mythe du père de la ordre primitive, c'est de dire qu'effectivement, la fonction féminine, la fonction hystérique, c'est d'être éternellement insatisfaite, puisque le désir lui-même n'est qu'une insatisfaction satisfaisante. Et ce sont les femmes qui sont les porteuses de ce désir-là et qui activent par leur idéalisation possible la possibilité d'un homme, à condition, bien sûr, comme disait Marguerite Duras, qu'elles aiment les hommes. Il faut aimer. Marguerite Duras disait « il faut sacrément aimer les hommes pour pouvoir aimer les hommes ». Enfin, je ne sais plus exactement la citation, mais elle avait compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'arriver à ce que puisse naître un homme. Et donc, pour que naisse un homme,
il y a ce discours hystérique et les femmes sont là justement pour mettre en scène cette insatisfaction satisfaisante qui est au fond celle du désir et qui fait que l'homme s'est perdu dans ses défilés. Et plus l'homme se féminise, comme actuellement, plus il perd ses possibilités viriles, c'est-à-dire de force, de pouvoir renouer avec son désir. Donc, effectivement, la psychanalyse n'a non seulement pas perdu son actualité, mais elle n'a jamais été plus précieuse que maintenant parce qu'elle met en faillite tous les discours pseudo-universitaires là qui viennent vous faire croire qu'il faut se libérer du père, qu'il faut prôner le féminisme, que les discours sur l'écologie, tous ces trucs-là, etc., sont ce qui vous éloigne, ce qui vous distrait de la fonction du signifiant qui doit être ramené au premier plan par rapport au signe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que seul le père primitif pouvait satisfaire les femmes? Évidemment, c'est du réel. Ça ne veut pas dire qu'il les satisfaisait effectivement, les femmes. Ça veut dire que le fait que les hommes ne puissent pas satisfaire les femmes donne comme présupposition logique, pose et rend possible cette présupposition logique qu'au fond, il n'y avait que lui capable de les faire jouir. Donc, là, vous avez effectivement, vous avez le discours du maître et vous avez la notion de père réel qu'on a abordée l'autre fois, qui veut dire que quand une femme est enceinte et qu'elle produit dans son ventre un être humain, un parlêtre, un corps parlant qu'elle va mettre au monde, en fait, elle le produit avec une certaine idée du père, d'une certaine idée de Dieu, on peut dire, là, sans avoir peur des mots. Pourquoi pas? Parce que, en fait, ce qui se passe en elle, c'est qu'elle est en train de créer un être de langage avec son propre corps. Voilà, ça c'est une jouissance qui n'appartient qu'aux femmes et auquel nous n'avons pas accès, à laquelle nous n'avons pas accès. Et là, il est bien aussi de replacer cette différence sexuelle parce que dans le discours dominant, il est aussi question d'une négation de la différence sexuelle. Et longuement, je déplace au texte d'Osée cette année le propos de ce que Freud en dit d'après Céline. Le bénéfice, le meilleur, n'en est peut-être pas. Il existe aussi ce côté de la mise en question de ce dans la théorie psychanalytique, de ce que j'ai appelé ce résidu de mythe qu'appelle le complexe d'éthique. Ce que la psychanalyse démontre, et ce en quoi elle nous présentifie le sexe, la mort comme sa dépendance, encore là, son mesure de rien, mais cette appréhension passive du lien, la différence sexuelle à la mort. Alors, de la même manière que ce réel-là, vous vous souvenez, je vous en ai parlé peut-être dans le premier séminaire, c'est-à-dire que le réel ne peut venir qu'après coup comme présupposition logique, c'est pour ça que je peux en conclure aujourd'hui que seul Dieu peut faire jouir les femmes, pour le dire de manière très crue, n'ayant pas peur des mots. Vous vous souvenez, c'était l'histoire de mon ami Michel Galvin, le peintre et illustrateur, qui, son frère lui demandait mais qu'est-ce que c'est que l'art? Et puis il prenait une feuille blanche comme ça, et puis il traçait un trait dessus, et disait l'art c'est ça. L'autre disait mais tu te fous de ma gueule, c'est juste un trait sur une feuille blanche. Il dit non, parce que en fait pour qu'il y ait ce trait-là, il aura fallu qu'auparavant il y ait un vide, un blanc, sur lequel je puisse inscrire ce trait. Et donc ça, c'est la notion de réel. C'est-à-dire que c'est une présupposition qui fait que, logiquement, pour que ce trait noir puisse avoir eu lieu là, il aura fallu, au préalable, qu'il y ait la place pour le mettre. Cette place-là, en fait, c'est la place de l'art. Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec la place du Père et la place de Dieu. Et c'est pour ça que c'est une place vide, en fait. Et c'est un lieu vide dans la structure. Et donc, ce lieu vide, évidemment, on peut le remplir de n'importe quoi. C'est pour ça que Lacan est très pessimiste en disant que c'est la religion qui va gagner, parce que la psychanalyse, c'est celle qui se place, justement, dans la possibilité
de faire évoluer ce qu'il est possible de mettre dans ce lieu vide-là. Et comment le Dieu est réel, hein. Lacan remplace, vous le savez, la formule de Nietzsche, Dieu est mort, par Dieu et les dieux appartiennent au réel, par le fait que Dieu est inconscient. C'est ça la révélation, c'est-à-dire qu'il y a une place vide là qu'il s'agit d'occuper différemment que selon la manière dont les religions, la vraie, comme dit Lacan, c'est-à-dire la religion chrétienne, et toutes les autres qui sont considérées comme fausses, viennent occuper ce lieu vide. Ils décident tous d'un seul cœur qu'on ne touchera pas au humain. Parce qu'il y en a plus d'une en plus. Il pourrait s'échanger, puisque le vieux père, là, il les a toutes couchées avec le moment du frère. Ils sont frères que par le père. Jamais personne ne sort de cette curieuse chose. Le totem est tabou n'a rien à faire avec l'usage courant de la référence populaire. Le comble du comble, c'est le Moïse. Pourquoi faut-il que Moïse était petit? Il nous l'explique le plus fort. C'est pour qu'il revienne dans les prophètes. On va changer le refoulement comme ça. La transmission inédite à travers les chromosomes, il faut bien l'admettre. Si Lacan insiste sur le fait que Freud lui-même insistait pour que ça ait réellement eu lieu, c'est pour ça qu'il est allé chercher dans les textes Céline, Célin et Osée, etc., dans les livres des prophètes, c'est que le Père réel n'a pas d'autre construction qu'une construction langagière. C'est ce en quoi il est réel. Je vous rappelle que le réel, par rapport au symbolique, c'est la limite inhérente au symbolique. C'est-à-dire que ça ne peut apparaître le réel qu'à partir du symbolique, comme le trou à partir duquel le symbolique peut avoir lieu. Donc le Père réel, cette construction-là, cette construction mystagogique, est un pur effet de langage qui vient de la manière dont se met en place la structure, c'est-à-dire la structure, c'est d'abord le discours du maître. Vous savez, les 4 places avec les 4 petits éléments qui bougent de place. Il faut quand même avoir une petite idée de ce que ça comporte. Savoir que l'interdit de l'inceste, ça se propage. Ça se propage du côté de la castration, hein, comme les autres gentils, enfin là, les Grecs, nous l'ont tout de même bien montré dans un certain nombre de mythes, à savoir que là où ils ont fait une généalogie uniquement fondée sur le père, Ouranos, Chronos et patati et patata, jusqu'au moment où Zeus, enfin, après avoir beaucoup fait l'amour, enfin, s'évanouit devant quoi, enfin, devant un souffle. Il y a quand même un pas de plus à faire, sans quoi on ne comprend rien au lien de cette castration avec l'interdit de l'inceste. C'est voir que le lien, c'est ce que j'appelle le non-rapport sexuel. Quand je dis le nom du père, ça veut dire qu'il peut y en avoir, comme dans le nœud borroméen, un nombre indéfini. Alors Lacan épingle les universitaires parce que après qu'il ait rappelé dans l'envers de manière exemplaire, je dirais très claire, très simple, ce qu'il en était justement de la castration, il va trouver des thèses comme quoi la castration est un fantasme. Sous-entendu, la castration est imaginaire. Mais Lacan répond, mais non, la castration est réelle. Elle est la mise en place du signifiant qui va agir sur le rapport des sexes. Donc cette passion du signifiant qui va faire de nous des êtres de parole, des corps parlants, c'est en même temps ce qui place le père comme une fonction réelle, hein, avant d'être une fonction symbolique, c'est quelque chose de réel, puisqu'il apparaît dans le creux, dans le vide du signifiant, et donc la castration est réelle, nous sommes réellement castrés, c'est-à-dire nous appartenons prioritairement et ultra-majoritairement au registre du langage, c'est-à-dire que nous sommes des effets du signifiant. Il y a en tout cas une chose certaine, si pour l'homme ça va qu'à un quart, c'est grâce à un truc qui permet, qui fait d'abord
joli plaît. Beaucoup d'hommes sont analysés et qui, de ce seul fait, sont bien forcés aussi d'en passer par le discours hystérique. Puisque c'est la loi, la réduction. Là, ce qui est du rapport entre une femme, nous voyons donc l'hystérique fabriquer comme elle veut un homme qui serait animé du désir de sa peau. Comment essayer de boucler cette boucle? Bon, d'abord, est-ce que les boucles se bouclent? Pas forcément. Hein? C'est-à-dire que, justement, le mérite de Freud, c'était d'avoir laissé ouvert ce qui était par essence déchiré. Il y a quelque chose de déchiré. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la mise en place de ce discours du maître et donc de la fonction paternelle qui apparaît comme telle, hein, avec Yahvé, qui, on l'a vu, représente cette fonction paternelle. Et donc ce réel du Père. Ce réel du Père, selon Lacan, oriente le désir, puisque c'est de là qu'on va tirer les noms du Père. Et les noms du Père, comme on l'a vu la dernière fois, on peut très bien s'en passer, mais à condition de savoir s'en servir. On oppose à ça le désir féminin, c'est-à-dire le désir de l'hystérique. Et donc, Freud pose la question. Que veut une femme? Was will das Weib? Ce qui est un peu plus clair en allemand qu'en français, parce que das Weib, c'est quelque chose de neutre. Hein? Donc, was will das Weib? Que veut la jeune femme ou la femme, disons, le principe de la femme? Eh bien, Lacan le rappelle, hein? Il le rappelle pour ceux qui, dit-il, n'ont pas la vocation. Ils sont nombreux, hein? Les psychanalystes, à ne pas avoir la vocation. C'est-à-dire, que veut une femme? Elle veut un maître. Mais oui, elle cherche un maître. Parce que ce qu'elle veut, c'est un maître sur qui elle pourrait régner. Donc, c'est ça qui fait dire à Lacan que peut-être même, et je souscris à cette thèse, le discours du maître lui-même peut parfaitement être un effet du discours hystérique. C'est-à-dire que les femmes mettent en place un discours du maître parce qu'à partir de là, elles pourront régner sur Dieu lui-même. Voilà.